je pense pas rester trop longtemps ici. Je vais faire un petit peu de dessin sur le tableau juste après. Donc, moi, je vais vous parler des urgences néonatales. Donc, quand penser à une cardiopathie en salle de naissance et que faire. J'ai tendance à parler un peu vite. Donc, si jamais c'est trop rapide, vous me dites de ralentir un petit peu. Et surtout, on fait un atelier interactif. Donc, toutes les questions que vous avez à poser, vous pouvez m'arrêter pour les poser. Je vais essayer d'expliquer les cardiopathies au fur et à mesure, pas en rentrant trop dans les détails, mais en expliquant le gros de chaque cardiopathie pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous et que ça puisse mener à une certaine réflexion en salle de naissance. Donc, en salle de naissance, on peut avoir deux cardiopathie qu'on peut attendre. Donc, il y a les cardiopathies congénitales malformatives, je pense que c'est celle à ce que tout le monde s'attend plutôt à celle-ci qu'au trouble du rythme quand on parle de cardiopathie en salle de naissance. On va passer assez vite sur les troubles du rythme parce qu'on s'en rend compte très vite et le traitement qui en découle est plutôt consensuel et les cardiologues doivent vraiment être présents à ce moment-là pour gérer le trouble du rythme. On va s'attarder surtout sur les cardiopathies congénitales malformatives. Donc, les signes cliniques essentiels qu'il faut rechercher en salle de naissance, qu'est-ce qui nous fait penser à une cardiopathie, par exemple, en salle de naissance? Si on en avait 4 à choisir, 4 essentiels. Alors, la cyanose, réfractaire ou non, pour l'instant on dit juste cyanose, une désaturation. Il faut savoir que déjà, la saturation, elle n'est pas au-dessus de 95% dans les premières minutes de vie. À la première minute, on est plutôt autour de 65%. Cinquième minute, plutôt autour de 75-85%. Et puis, à la 10e minute, on est censé être plutôt autour de 85-95%. Donc, il faut attendre un petit peu avant de dire qu'il y a une cyanose, mais bien sûr, il y a tout un éventail de signes cliniques qui peut accompagner la cyanose et qui nous fait penser plus vite à une cardiopathie congénitale. Donc, la cyanose, réfractaire ou non, bien sûr. En ce qui concerne la cyanose, on peut avoir, enfin, il faut dire si elle est généralisée ou si elle est sus ou subductale, parce que ça va nous aider pour le raisonnement, savoir quel type de cardiopathie est plus en faveur d'une cardiopathie généralisée, ou subductale seulement, ou sous-ductale seulement. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Un deuxième signe, la détresse respiratoire, bien sûr, ça rentre dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Donc, premièrement, la cyanose, deuxièmement, l'insuffisance cardiaque, donc la détresse respiratoire, c'est la première qui arrive, un gros foie, une pâleur, quelque chose comme ça. Ok, troisième signe. Pardon? Un trouble de conscience, oui, ça va aussi avec l'insuffisance cardiaque, le bas débit. Troisième possibilité. Donc, à l'inspection, on a la cyanose, on a l'insuffisance cardiaque. Ensuite, à la palpation, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un rythme cardiaque irrégulier, d'accord? Donc le rythme, ça c'était le troisième signe. Le pouls, bien sûr. Donc d'abord, est-ce qu'il y a des poux ou pas? Ensuite, s'il y a des poux, où est-ce qu'ils sont présents plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des poux qui sont abolis ou est-ce qu'il y a des poux qui sont faibles par rapport à d'autres? Donc en particulier le pouls fémoral et le pouls huméral. Et puis, est-ce que c'est une faiblesse qui est généralisée ou est-ce que c'est une faiblesse qui est... Excusez-moi. Est-ce que c'est une faiblesse qui est généralisée ou si c'est par exemple les poux huméraux qu'on sent très bien, les fémoraux qu'on sent pas du tout ou qu'on sent moins, ou est-ce que c'est les poux et en haut et en bas qu'on sent pas, et ça aussi ça va nous orienter vers des cardiopathies différentes. Donc ça c'est les valeurs attendues de la saturation après la naissance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc différents cas de figure qu'on peut rencontrer en salle de naissance, ça c'est les plus fréquents. Donc premièrement la cyanose réfractaire, deuxièmement, l'insuffisance cardiaque. Et avec tout ça, on va chercher les poux, les chiffres de saturation. Est-ce qu'il y a un gradient, est-ce qu'il n'y a pas de gradient? Et bien sûr, le rythme. Est-ce qu'il est normal, pas normal, régulier, irrégulier? Est-ce qu'on est plutôt tachycarde, plutôt bradycarde? Je vais juste faire un dessin sur le tableau. Donc là, je vais descendre un petit peu pour reprendre l'anatomie normale, pour ensuite comprendre chaque cardiopathie. Je vais essayer de parler fort.
mais si vous n'entendez pas, vous me dites. Donc, très schématiquement, un cœur, c'est une grosse boîte. Je vous l'explique comme je l'explique aux parents, comme ça c'est un peu plus simple possible. Donc, le cœur, c'est une grosse boîte qui est divisée en deux parties. Une partie gauche, pardon. Une partie gauche et une partie droite. Donc ici, on a deux valves auriculoventriculaires. Donc on a la valve mitrale, la valve tricuspide. Tricuspide, mitrale. Là, on a l'oreillette droite. Là, on a l'oreillette gauche. Ventricule gauche, ventricule droit, tricuspide, mitrale. L'artère pulmonaire ici. Et puis l'aorte qui est à ce niveau-là, l'isthme étant ici et le canal artériel arrivant ici. Donc là, on a les troncs supraortiques avec l'artère sous-clavière gauche qui est ici. Ici, on descend vers les jambes. La carotide gauche et puis le tronc artériel brachio-céphalique droit qui va donner ici l'artère carotide gauche et puis la sous-clavière, l'artère carotide droite et la sous-clavière droite. Donc, juste ce qu'il faut retenir ici, c'est que le canal artériel arrive au niveau de l'isthme, que ce qu'on vous demande, c'est toujours de prendre la saturation au niveau du membre supérieur droit pour avoir la saturation sus-ductale. Donc, ici, c'est le membre supérieur droit. Parce que si vous la prenez au membre supérieur gauche, vous êtes à un niveau où il y a des turbulences avec le canal artériel. Donc vous pouvez avoir la saturation au niveau du canal artériel, d'accord, qui peut déjà être une saturation qui est mélangée. Et puis, les membres inférieurs, peu importe que ce soit le droit ou le gauche, on ne demande pas le membre inférieur droit et inférieur gauche, peu importe, parce qu'on est déjà ici en post-ductal. D'accord. Les veines pulmonaires sont connectées à l'oreillette gauche, on en a 4. Les veines caves sont connectées à l'oreillette droite, il y en a 2. Donc le sang, si on commence par l'oreillette gauche, le sang, il part de l'oreillette gauche, il va dans le ventricule gauche, il va dans l'aorte, il va dans les organes distribuer l'oxygène et les nutriments, il revient du côté droit par les veines caves, oreillette droite, ventricule droit, on retourne dans les artères pulmonaires, on oxygène le sang, et puis on recommence la boucle, et on est au niveau de l'oreille gauche. Donc, les différents cas de figure, cyanose réfractaire isolée, cyanose avec détresse respiratoire, cyanose avec souffle. Est-ce que vous avez des idées avant qu'on commence à détailler chaque cas de figure? Cyanose isolée, par exemple. On passe. Cyanose et détresse respiratoire. On passe. Cyanose avec souffle. On regarde juste après. Ok. Donc, une cyanose réfractaire isolée, le diagnostic primordial auquel il faut penser, c'est la transposition des gros vaisseaux. Quand c'est une origine cardiaque, donc quand il n'y a pas de malformation pulmonaire, quand il n'y a pas d'autres problèmes particuliers de fistule, si on a une cyanose réfractaire, donc on a mis de l'oxygène, la saturation reste toujours basse, et qu'on n'a pas de détresse respiratoire, le diagnostic, jusqu'à preuve du contraire, c'est la transposition des gros vaisseaux. D'accord? Donc la transposition des gros vaisseaux, si on reprend le schéma que j'ai fait tout à l'heure, au lieu d'avoir une aorte qui est connectée au ventricule gauche, on a une artère pulmonaire qui est connectée au ventricule gauche et une aorte qui est connectée au ventricule droit. Donc si on reprend le circuit du sang, on part de l'oreillette gauche, je vais dans le ventricule gauche, je vais dans l'artère pulmonaire, j'oxygène mon sang et je le ramène à nouveau à l'oreillette gauche où il est toujours oxygéné et ça me fait une boucle qui est complètement indépendante de l'autre boucle qui fait oreillette droite, ventricule droit, aorte et qui revient, qui va aux organes et qui revient à l'oreillette droite. Donc là, on a du sang qui est tout le temps oxygéné, qui se balade tout seul, et qui est complètement distinct du sang complètement désoxygéné, et qui se balade du côté droit. D'accord? Donc ça mène à l'acidose, et ça mène au décès, parce que la vie n'est pas possible, il n'y a aucune oxygénation des tissus. Donc quand on a une transposition des gros vaisseaux, si on a une cyanose qui est réfractaire, sans détresse respiratoire, sans signe accompagnant, ça veut dire qu'on est dans une transpo qui pour l'instant est sympathique, pour laquelle on va pouvoir attendre avant de médicaliser l'enfant,
bien sûr, il faut quand même mettre une voie veineuse périphérique avant qu'il entre en bas débit, parce que pour l'instant ça va, parce qu'il y a des communications obligatoires qui sont encore perméables, comme le canal artériel et le foramen ovale. S'il n'a pas de détresse respiratoire, le foramen est encore perméable. Ensuite, on va voir, donc, si l'enfant est bien, on n'a rien à faire. S'il a plus de 70% de saturation, donc qu'il a une saturation qui lui permet encore d'être en aérobie, et qu'il n'a pas de détresse respiratoire, il faut le laisser tranquille, appeler un cardiopédiatre, faire le diagnostic, et puis ensuite l'adresser vers le centre compétent qui va l'opérer dans les 10 premiers jours de vie. On n'aime pas opérer trop tôt pour ne pas avoir les complications pulmonaires. On n'aime pas opérer trop tard parce qu'ensuite on a un ventricule qui se déprécharge complètement et qui a du mal à reprendre son travail de forte pression. Donc la manœuvre qu'on fait parfois au lit du malade en salle de naissance chez les enfants qui ont un foramen ovale. Le foramen ovale, c'est ce qui est ici, c'est entre les deux oreillettes. D'accord, c'est une communication obligatoire quand on est dans le ventre de nos mères. L'artère pulmonaire est enfermée, le sang va dans l'oreillette droite et court-circuite tout de suite le ventricule droit. Il y a un petit peu de sang qui passe dans le ventricule droit. On dit qu'il y a il y a du sang qui passe dans le ventricule droit, il y a à peine 5% qui va dans les deux artères pulmonaires, et puis il y a 50% qui va traverser ces cavités-là et passer dans le canal artériel avant de se jeter dans l'aorte au niveau de l'isthme. Donc, foramen ovale perméable obligatoire quand on est dans le ventre de nos mères, parce qu'il faut bien aller irriguer les cavités gauches, qui ne vont pas être irriguées par les artères pulmonaires, donc on ne pourra pas avoir un remplissage normal. Normalement, quand on est enfant, on a 50% de débit à droite, 50% de débit à gauche. Si je suis trop rapide, vous me dites. Hein. Normalement, on a le même débit à droite et à gauche, donc le sang qui traverse les cavités gauches, c'est le même volume que le sang qui traverse les cavités droites. Donc normalement, si on est enfant, le sang qui passe dans les artères pulmonaires va revenir à gauche et remplir les cavités gauches et aller dans l'aorte. D'accord? Quand on est fœtus, l'artère pulmonaire est fermée, mais il faut bien faire passer du sang à gauche pour aller dans l'aorte, et surtout, il faut bien développer les cavités gauches, parce que la taille des cavités dépend du flux qui les traverse. Si jamais j'ai un problème au niveau des communications obligatoires dans le ventre, c'est ça qui va induire les différentes malformations cardiaques. Si jamais j'ai un tout petit foramen et que ça ne passe pas à gauche, eh ben on aura des petites cavités gauches à la naissance. L'enfant pourra avoir une cardiopathie du cœur gauche. Si jamais, par exemple, j'ai une anomalie de la valve mitrale qui est très petite par rapport à ce qu'il faut, ben pareil, il n'y aura pas beaucoup de volume de sang qui va passer dans le ventricule gauche, donc ça va faire un petit ventricule gauche. Si j'ai une petite valve aortique, pareil, il y aura assez de sang qui va passer dans le ventricule gauche, pas assez qui va passer dans l'aorte, et ben du coup, c'est toutes les complications sur l'aorte, les interruptions de l'arche aortique, les coarctations. Donc tout est expliqué par la vie embryonnaire, par le flux qui traverse les différentes cavités dans la vie embryonnaire. Donc si on revient à la transposition des gros vaisseaux, tout à l'heure je vous disais, si on a une transpo avec un foramen ovale qui est large, alors j'ai pas mal de sang qui passe par là, et puis quand l'enfant va naître, si le foramen était déjà large, on peut penser que peut-être à la naissance, le foramen ne va pas complètement se fermer et qu'on pourra avoir quand même un petit échange de sang pour qu'on ne soit pas dans le cas de figure que j'ai expliqué tout à l'heure où on a oreillette gauche, ventricule gauche, artère pulmonaire, VP, oreillette gauche, ventricule gauche, AP, VP, et de l'autre côté une boucle qui est complètement distincte. On va pouvoir avoir un petit échange au niveau des oreillettes et un petit échange au niveau du canal. C'est clair ça ou pas? Oui? Tout le monde? À peu près? Dites-moi parce que c'est un atelier, on a le temps, on va faire toutes les cardiopathies l'une après l'autre. Donc si vous avez des questions, franchement c'est le moment. Okay, bon. Donc, quand on a une transpo chez un enfant qui le tolère mal, ce qu'on a tendance à faire en salle de naissance ou en salle de cathétérisme cardiaque, c'est d'aller craquer cette membrane. Ça s'appelle la manœuvre de Rashkin. Parfois on peut la faire en salle de naissance, juste sous guidage échographique. C'est une intervention qui est quand même risquée, parce qu'on peut aller arracher les valves. Donc il faut que ce soit fait par des gens qui ont l'habitude, avec des conditions d'asepsie qui soient quand même assez acceptables, où on va passer un cathéter par les voies naturelles, donc on passe par le cordon ombilical à la naissance, c'est le moyen le plus facile. Grâce au cordon ombilical, on va aller dans l'oreillette droite, on va passer par le foramen, on va aller dans l'oreillette gauche, on gonfle un ballon dans l'oreillette gauche, et puis on tire d'un coup sec et on va craquer la membrane pour pouvoir faire une espèce de communication large qui va permettre d'atteindre l'intervention où on va switcher les artères. D'accord? On fait cette intervention quand l'enfant va mal.
Si on a un enfant qui a 85% de saturation, qui le tolère bien, qui n'est pas acide, qui circule bien et qui n'a pas de détresse respiratoire, il n'est pas question d'aller faire quelques gestes que ce soit, on va attendre l'intervention. D'accord? Donc ça, c'est des gestes de sauvetage pour les enfants qui vont mal. Où est-ce que je veux en venir? C'est que quand on a une cyanose réfractaire en salle de naissance, si on n'a pas de détresse respiratoire, si on a une saturation qui est acceptable au-dessus de 70%, il ne faut pas s'amuser à aller le ventiler, l'oxygéner, l'intuber, parce qu'il a une cyanose qu'on n'arrive pas à gérer. D'accord? S'il respire bien et qu'il circule bien, il faut appeler un cardiopédiatre, avoir un diagnostic, et à ce moment-là, le transférer vers un centre où il va se faire opérer. Parce que si jamais on l'intube, si jamais on met ne serait-ce que de l'oxygène, l'oxygène, c'est le plus grand vasoconstricteur du canal artériel. Donc on va mettre l'oxygène et on va induire une fermeture du canal artériel ou une restriction du canal artériel, alors que ce canal artériel il est très important pour la survie de l'enfant. Pareil, si jamais on l'intube et qu'on lui met 100% de FiO2 pendant un certain temps, ben on va induire non seulement une fermeture du canal, mais en plus, on va changer le régime des pressions au niveau du poumon, on va changer le régime des pressions au niveau des ventricules, et puis on va augmenter le risque d'infection nosocomiale, et on emmène au bloc un enfant qui sera beaucoup plus à risque de complications qu'un enfant qu'on aurait laissé tranquille, avec une saturation à 80% sec, mais qui la tolère bien. D'accord? Et puis, les chirurgiens n'aiment pas avoir un cardiopathe intubé. Après, on n'est pas dans le meilleur des mondes. Les gens font ce qu'ils peuvent. Tout le monde n'a pas une formation de cardiologie pédiatrique. C'est pas grave si on ventile et qu'on intube un enfant qui n'avait pas besoin d'être ventilé. Enfin, quand je dis c'est pas grave, c'est que on ne peut pas en vouloir à un médecin d'avoir fait ça s'il n'a pas l'habitude de voir des cardiopathies congénitales. Il faut essayer de ne pas le faire. Il faut essayer de se concerter avant de faire ce genre de geste invasif. Mais c'est pas pour autant qu'on va refuser la prise en charge d'un enfant. C'est pas parce qu'il est intubé qu'on va refuser de le prendre en charge. Donc, une transposition simple des gros vaisseaux. S'il n'y a pas de détresse, on ne ventile pas, on est d'accord? Oui. Et s'il n'y a pas de désaturation à moins de 70%, on ne met pas de prostaglandine. D'accord? Donc, un enfant qui va bien, qui a une transposition qui est bleue, s'il n'est pas bleu profond, s'il n'est pas bleu nuit, on le tolère, on attend de faire le diagnostic et on le transfère dans un centre compétent. Cyanose plus défaillance cardiaque, à quoi on pense? Oui. Il n'y a pas de risque de pas mettre de proustine alors qu'on va l'opérer dans 10 jours? Alors on essaye de ne pas l'opérer dans 10 jours, on essaye de l'opérer autour du 3e jour. Si le canal reste ouvert, parce que le canal ne se ferme pas obligatoirement, s'il reste ouvert, on n'aura pas besoin de mettre de prostaglandine. Bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est sous réserve de l'avis d'un cardiopédiatre que vous aurez appelé. D'accord? C'est pas j'ai une transpo, je la laisse dans mes lits et puis j'attends qu'il fasse 7 jours, 10 jours et puis ensuite je l'envoie. Autre chose, quand on ventile un enfant, si jamais vous voulez transférer dans un centre compétent, il sera obligé d'avoir une place en réanimation pour pouvoir être transféré. Ce qui est très précieux. D'accord? Il y a énormément d'enfants qui doivent se faire opérer du cœur. Et la réanimation, si je prends l'exemple par exemple de Sheikh Zayed, elle est tout le temps pleine. Donc si vous appelez pour un enfant qui est intubé, qui a une transpo, il a encore moins de chances d'être pris en charge. Alors que s'il n'est pas intubé, pas ventilé, dans son lit, en bon état général, qu'il mange, parce qu'ils ont le droit de manger bien sûr ces enfants, et ben on a plus de chances qu'il soit pris en charge, qu'il soit dans un lit de soins par exemple, qu'il soit surveillé là-bas, qu'il ait une place. Donc pas de prostine aussi, si jamais tu fais un transfert et que tu ne mets pas de prostine, bien sûr il faut que ce soit en concertation avec le médecin. Ok? Mais plus de 70% qui va bien, tu ne prends pas trop de risques. La prostaglandine en plus on sait que c'est pas très courant au Maroc, on a du mal à l'avoir, donc raison de plus pour se concerter avant de la mettre. Donc on a dit cyanose plus détresse respiratoire. À quoi on pense? La seule cardiopathie pour laquelle on réveille le chirurgien la nuit. C'est-à-dire qu'on est obligé de l'opérer tout de suite quand on a fait le diagnostic. Et celle-là, et puis le BAV aussi. Est-ce qu'on voit la radio? Des poumons blancs. On est d'accord? Poumons blancs et est-ce qu'il y a une cardiomégalie? On peut, si on est déjà en défaillance, mais il y a surtout des poumons blancs. Donc cyanose réfractaire, détresse respiratoire, poumons blancs.
Ça, le diagnostic, c'est le retour veineux pulmonaire anormal total. D'accord? Donc ça, c'est la plus grande des urgences de cardiologie pédiatrique. C'est les veines pulmonaires qui, au lieu de revenir à l'oreillette gauche, donc au lieu d'avoir 4 veines pulmonaires qui reviennent à l'oreillette gauche, en fait, on a 4 veines pulmonaires qui vont dans un collecteur. Donc, si on vient à l'embryogénèse, en fait, pendant l'embryogénèse, on a les 4 veines pulmonaires qui vont se former comme ça, donc 1, 2, 3, 4, qui vont aller dans la veine pulmonaire commune, un espèce de collecteur, d'accord? C'est comme ça que ça se forme au début. Et puis ça va progresser vers l'oreillette gauche, et on va avoir le toit du collecteur qui va fusionner avec le toit de l'oreillette gauche. Toit de l'oreillette gauche, parce qu'en fait, en vrai, le schéma il est à l'inverse, d'accord? On a les oreillettes qui sont en haut. Donc ça fusionne et ça fait une oreillette gauche avec 4 veines pulmonaires. Parfois, on n'a pas cette fusion qui se fait entre le toit de la veine pulmonaire commune et le toit de l'oreillette gauche. Ça fait qu'on a des veines pulmonaires qui vont dans un gros vaisseau qui va faire ce qu'il peut pour arriver à l'oreillette gauche ou dans le cœur, pas forcément à l'oreillette gauche ou dans un autre vaisseau. L'important, c'est qu'il aille dans un vaisseau qui va aller ensuite se jeter dans le cœur. D'accord? Retour veineux pulmonaire anormal total. Total parce que c'est les 4 veines pulmonaires qui ne sont pas connectées à l'oreillette gauche. Il suffit qu'on ait une seule veine pulmonaire qui soit à l'oreillette gauche pour diminuer la gravité de cette maladie de 95%. D'accord? On peut vivre toute la vie avec une seule veine pulmonaire qui n'est pas connectée. On peut vivre pendant un certain temps avec 2 veines pulmonaires qui ne sont pas connectées. Rapidement, on a des signes d'hyperdébie, ça fait comme une grosse communication interauriculaire. Si jamais on a 2 ou 3 veines pulmonaires qui ne sont pas connectées à l'oreillette gauche. Mais si on a les 4 veines pulmonaires qui ne sont pas connectées, ça, c'est quelque chose qui devra de toutes les façons se faire opérer. D'accord? Le retour veineux pulmonaire anormal total, ça s'appelle le RVPAT, RVPA total, on dit. D'accord? Donc le RVPA total, il y a plusieurs types de RVPA total. Il y en a qui vont parler tout de suite. Il y en a qui vont attendre un peu avant de faire parler d'eux. Mais on aura toujours un enfant qui n'aura pas 100% de saturation, qui pourra avoir une petite détresse. Parfois, ils n'ont même pas de détresse, ils arrivent à 6 mois et c'est là qu'on fait le diagnostic de RVPA total. Mais ce n'est jamais le RVPA total qu'on appelle infracardiaque. RVPA total infracardiaque, ça veut dire qu'on a des veines pulmonaires. On a des veines pulmonaires qui sont dans une veine pulmonaire commune et on a un collecteur qui n'a pas réussi à monter pour aller dans le cœur et en fait, il va aller dans la veine cave, par exemple, il va aller se jeter dans la veine cave qui va, elle, ensuite se jeter dans l'oreillette droite. D'accord? Donc on va avoir un shunt qui est... Donc au lieu d'avoir du sang qui va de la gauche vers la droite, on va avoir du sang qui va aller de la droite vers la gauche. D'accord? Le problème, c'est que quand on a un RVPA total infracardiaque, dans 95%, c'est un RVPA qui va être bloqué. Bloqué, ça veut dire que le connecteur est sténosé. Donc on va avoir des veines pulmonaires qui vont être connectées à une veine pulmonaire commune. Et cette veine pulmonaire commune, enfin ce collecteur, pardon, qui va aller dans la veine, on va dire que la veine cave, c'est ça, la veine cave inférieure. Il va aller dans la veine cave inférieure et ici, il va se sténoser. Qu'est-ce qui se passe si on a un collecteur qui se sténose? Qu'est-ce qui va se passer? Pardon? Pardon? Si se sténose, ça veut dire que le sang n'arrive pas à circuler du poumon vers là où il a envie d'aller, vers le cœur. D'accord? Ça veut dire qu'on va avoir une stase veineuse, exactement, une stase veineuse pulmonaire. Qu'est-ce que ça fait la stase veineuse pulmonaire? HTAP, ça fait quoi d'autre? Œdème pulmonaire, exactement. Donc là, si on peut donc là, on a un poumon blanc d'OAP. Donc c'est des enfants qui font des OAP à la naissance parce que ils ont leur collecteur qui est sténosé et donc tout le sang a du mal à passer, il reste sténosé dans les VP et donc il y aura un passage dans les capillaires pulmonaires et donc ça va faire un OAP. Œdème du poumon. Le seul traitement du RVPA total, est-ce que ça va être d'aller le diurétiquer? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas les diurétiquer, les RVPA total? Donc il y a l'obstacle déjà, mais si jamais... Donc je vais vous montrer une échographie juste après. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les RVPA, il y en a plusieurs types. Le plus grave, c'est le RVPA infracardiaque qui représente 20%.
Le plus fréquent, c'est le RVPA supracardiaque qui va se jeter dans les veines du cou, qui peut être sténosé aussi, qui peut aussi donner de l'HTAP. RVPA miscellaneous, on dit, en désordre, c'est-à-dire qu'il y en a un peu au-dessus, un peu au-dessous, un peu dans le cœur. Et puis le RVPA intracardiaque où le collecteur il allait se jeter dans le sinus coronaire. Ça fait quand même, c'est quand même une cardiopathie qu'il va falloir opérer, mais ça reste silencieux un petit peu plus longtemps. Le plus grave, c'est le RVPA infracardiaque. Donc ça, c'est une échographie de RVPA. Donc, qu'est-ce que vous... j'essaie juste de vous montrer les structures. Là, c'est le ventricule droit. Pardon, là, c'est le ventricule droit. Là, c'est le ventricule gauche. Là, c'est la valve aortique. Ça, c'est la voie de sortie du ventricule gauche. Là, on a l'oreillette gauche. Et là, on a l'oreillette droite. Qu'est-ce que vous voyez? Pardon? Le corps, plus large que le corps. Exactement. Alors, soit que le ventricule droit a une taille normale, mais que le ventricule gauche est complètement dépréchargé, et qu'il est tout petit, ratatiné. D'accord? On a une oreillette gauche qui est complètement ratatinée. Ici, elle est dépréchargée. Donc ça, c'est la valve mitrale. Soit que on est déjà au stade où on a de l'hypertension pulmonaire et où on a le ventricule droit qui s'est hypertrophié, qui a essayé de s'adapter, mais qui ensuite s'est dilaté parce qu'il a lâché. D'accord? Donc, là, on a un ventricule droit qui a l'air gros par rapport au ventricule gauche, mais en fait, c'est le ventricule gauche qui est aplati parce qu'il est dépréchargé. Donc, si jamais je vais mettre des diurétiques à un enfant qui a un RVPA total, je vais le déprécharger encore plus qu'il n'est déjà dépréchargé, mais donc je vais le tuer. D'accord? Je ne dis pas qu'on ne le fait jamais, mais ça ne peut pas être fait en dehors d'un endroit où il n'y a que des cardiopédiatres qui gèrent, où on a une réanimation cardiopédiatrique et on a un chirurgien juste à côté. Mais l'urgence, c'est d'aller au bloc. On ne fait rien à ces enfants. Si ce n'est les intuber pour les préparer pour aller au bloc, on ne fait rien. D'accord? Il ne faut surtout pas les médiquer. Ok. Donc, conduite à tenir, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je suspecte fortement un RVPA total. J'ai fait la radio, j'ai vu que les poumons étaient blancs. L'enfant est cyanosé, il est en très grosse détresse respiratoire. Qu'est-ce que je fais? Pardon? On intube, oui, je suis d'accord. On appelle le cardiopédiatre pour faire le diagnostic. Sinon, il vous en voudra beaucoup. Ok? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Pour le transfert, qu'est-ce que vous voudriez faire? Est-ce que vous ferez quoi pour le transfert? On le stabilise. Ça veut dire quoi on le stabilise? On l'a intubé, tu lui mets une VVP, tu le perfuses. Ouais. Est-ce qu'on met de la prostine? Pardon? Si tu veux, mais il ne faut pas retarder le transfert. Si tu le fais tout de suite, tu peux, mais de toutes les façons, s'il va tout de suite au bloc, ils vont poser une voie centrale qui n'est pas une voie ombilicale. Donc on te demande plus de mettre deux voies veineuses périphériques qu'une voie centrale. Surtout dans l'urgence. Ok? Quoi d'autre? Est-ce qu'on le met sous oxygène? Bah, FiO de 100%, hein, lui. Oui. Est-ce qu'on met de la prostine? Oui, non? Qu'est-ce qu'elle va faire, la prostine? Si on met de la prostine, il se passe quoi? Pardon? Non, la prostine. Elle ouvre le canal. D'accord? Si on ouvre le canal, qu'est-ce qui se passe? On majore le shunt à travers le canal. D'accord? Donc, on augmente le retour veineux pulmonaire, qui est lui-même bloqué au niveau du collecteur. D'accord? Donc, si je mets de la prostine à un VPA total, ben, je le plante. D'accord? Il ne faut surtout pas mettre de la prostine, ça ne va ne servir à rien. La prostine, on la met on la met pour une seule raison. Deux raisons. En néonatologie, on la met pour donner du répit au ventricule droit. Si jamais on a une grosse hypertension pulmonaire et que le ventricule droit, on a peur qu'il lâche, on va aller ouvrir le canal artériel pour créer une soupape. Donc le ventricule droit, il pulse, il essaie d'envoyer dans l'artère pulmonaire, il y a une très grosse hypertension pulmonaire, le ventricule droit, il peut lâcher complètement parce qu'il pousse contre une porte fermée. Ce qu'on peut faire, c'est, bien sûr, quand on est sous oxygène, NO à maximum de dose,
noradoré, tout ça, on peut ouvrir le canal pour avoir une soupape pour que le sang puisse quand même aller dans la aorte et ne pas rester bloqué dans le ventricule droit. Donc ça, c'est dans le cas de la néonatologie. Sinon, en cardiologie pédiatrique, on met des prostaglandines pour ramener du sang là où il n'y en a pas. D'accord? Donc, soit que je veux remplir l'artère pulmonaire, soit que je veux remplir l'aorte. Dans quel cas je peux remplir l'artère pulmonaire? Dans quel cas j'ai envie de remplir l'artère pulmonaire et je dois ouvrir le canal artériel? Donc ça c'est la spécialité. Donc je vais en parler juste après. Dans le cas des atrésies pulmonaires, par exemple, les atrésies pulmonaires à septum ouvert, qui sont comme des espèces de phallos, et où il n'y a pas de sang qui passe dans l'artère pulmonaire si je ne laisse pas le canal ouvert pour faire comme passage VG, aorte, canal, artère pulmonaire. D'accord? Le but de la prostine, c'est d'ouvrir le canal pour apporter du sang là où il n'y en a pas. Pareil, si j'ai une sténose aortique critique, une sténose aortique qui est très importante et que donc le sang n'arrive pas à l'aorte par le ventricule gauche, alors je vais ouvrir le canal artériel pour que le sang puisse passer de l'artère pulmonaire au canal et emmener du sang à l'aorte. Parce que s'il y a une sténose aortique qui est trop importante, le sang ne pourra pas arriver dans l'aorte. D'accord? Je vois qu'il y en a qui commencent à s'endormir, j'espère que je ne suis pas complètement ennuyeuse. Donc, détresse respiratoire sévère, on intube. Pas de prostine, mais on discute avec le cardiopédiatre avant le transfert, surtout si le cardiopédiatre n'a pas vu l'enfant. Pourquoi on discute avec le cardiopédiatre pour la prostine? Parce qu'on n'est pas sûr que c'est le diagnostic de REPA total. D'accord? Si c'est une transposition des gros vaisseaux avec un FOB qui est en train de se fermer et qu'on se dit il y a une détresse donc je ne mets pas de prostine, on plante l'enfant entier. D'accord? Donc en concertation avec le cardiopédiatre, bien sûr, toujours. Et c'est une urgence chirurgicale, c'est un enfant qui va aller directement au bloc. Et qui a une très bonne vie. D'accord? Souvent en cardiologie pédiatrique, les enfants qui sont le moins bien à la naissance, c'est ceux qui ont le meilleur pronostic. D'accord? Ceux qui sont un peu insidieux, où la présentation elle apparaît plutôt autour du 3e jour, autour du 1er mois, ceux-là, c'est un peu plus compliqué en général. Deuxième cas clinique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Cardiomégalie. D'accord? Énorme cœur, un énorme ballon dans le thorax. On voit quasiment pas le poumon. Ça, c'est caractéristique de la maladie d'Epstein. Donc, la maladie d'Epstein, on reprend notre schéma de tout à l'heure. Donc, j'ai mon gros carré qui est mon cœur. J'ai le septum interventriculaire interoauriculaire. J'ai ma valve mitrale ici. Et en fait, j'ai une valve tricuspide qui est comme ça. Donc ça, juste pour vous montrer, en fait, là, ça s'ouvre et ça se ferme. Et là, ce qui se passe, c'est que la valve tricuspide, elle est implantée vers le ventricule droit. Vous voyez ou pas, là-bas? Oui. Vous voyez tous? Oui. La valve tricuspide, elle est ouverte. Et en fait, il y a une zone de non-coaptation qui est très importante. Donc, au lieu de faire ça, la valve, elle va faire ça. En fait, il y a énormément de sang qui va passer. Et ça va créer donc une énorme fuite. On a une très grosse insuffisance tricuspide, d'accord, qui est présente depuis la période anténatale. Donc, ça a évolué pendant toute la grossesse. Donc, on a une énorme oreillette droite, d'accord, qui va prendre quasiment tout le champ. Et c'est pour ça qu'on a vu qu'à la radio pulmonaire, on avait une très grosse cardiomégalie. Quand on a ce genre de pathologie, on a souvent des troubles du rythme qui sont associés. C'est pour ça que quand on a un trouble du rythme chez l'enfant, il faut toujours faire une échographie cardiaque pour éliminer la maladie d'Epstein. Là, je vous ai montré une maladie d'Epstein qui est... si on peut remettre juste un peu, s'il vous plaît. Là, on voit une maladie d'Epstein qui est très franche, très importante, très grave. D'accord? Mais parfois, on peut avoir des maladies d'Epstein qui sont un petit peu à minima, mais qui devront quand même être suivies. Donc, trouble du rythme chez l'enfant, c'est échographie tout de suite et ECG. D'accord? Globalement, il faut retenir que souffle chez l'enfant, même si le souffle n'est pas un souffle qui est intense, c'est échographie dans le premier mois de vie au maximum.
D'habitude, dans les maternités, on ne doit pas faire sortir les enfants avant la première semaine de vie. Enfin, il ne faut pas les faire sortir s'il y a un souffle, il faut d'abord qu'ils soient vus, ou sinon qu'ils soient adressés à un cardiopédiatre pour qu'on voit s'il y a une malformation ou pas. Il faut savoir que dans le cadre des CIV, par exemple, des communications interventriculaires, plus le trou est large, moins il fait de bruit. Donc c'est pas parce que vous entendez un souffle qui n'est pas intense que vous vous dites c'est pas grave. D'accord? C'est un souffle qui n'est pas important, donc c'est pas grave. Non, au contraire. Si le souffle n'est pas important, ça n'a aucune valeur pronostique. À partir du moment où on entend un souffle, l'enfant doit être vu en cardiologie pédiatrique. Ok, j'ai perdu le fil de ce que je vous disais. Oui, donc, quand on a une insuffisance tricuspide, donc on a du sang qui revient du ventricule droit à l'oreillette droite pendant la systole. D'accord? C'est-à-dire quand le sang doit aller du ventricule droit à l'artère pulmonaire, et ben on a normalement il faut que la valve tricuspide soit fermée pour que tout passe dans l'artère pulmonaire. D'accord? Quand on a une maladie d'Epstein, on a énormément de sang qui retourne dans l'oreillette droite. Donc le débit pulmonaire, il va baisser. D'accord? Parfois, il baisse tellement qu'on a ce qu'on appelle des atrésies pulmonaires fonctionnelles. Atrésie, ça veut dire plancher, ça veut dire qu'il n'y a pas de passage entre deux cavités. Sténose, ça veut dire qu'il y a moins de passage. Atrésie, c'est qu'il n'y a pas du tout de passage. D'accord? Quand on a une grosse fuite tricuspide dans la maladie d'Epstein, on peut arriver jusqu'à l'atrésie pulmonaire fonctionnelle. L'artère pulmonaire est très belle, mais vu qu'il y a beaucoup de fuites, il n'y a plus rien qui passe dans l'artère pulmonaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il est comment l'enfant? Il est cyanosé, d'accord? Donc il est cyanosé pour deux raisons, parce que déjà il n'y a rien qui passe dans l'artère pulmonaire, et parce que là il y a tellement de pression que le sang, au lieu d'aller de la gauche vers la droite, il va aller de la droite vers la gauche. Donc je mets du sang bleu à un endroit où il doit y avoir normalement du sang rouge. Donc l'enfant est cyanosé. Détresse respiratoire, pourquoi? Parce qu'on a un énorme cœur qui comprime toutes les structures. D'accord? Et puis, troisième chose, le trouble du rythme. Oui, et donc quatrième chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'ai une atrésie pulmonaire fonctionnelle, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure pour la prostine? Voilà, donc la prostine, c'est ce qui ramène du sang là où il n'y en a pas. Si on a une atrésie pulmonaire fonctionnelle, il faut ramener du sang à l'artère pulmonaire. Donc dans les maladies d'Epstein, c'est pareil, on a une cyanose réfractaire, une détresse respiratoire, potentiellement un trouble du rythme, on n'est pas obligé d'avoir le trouble du rythme, mais en tout cas, si jamais on voit que l'enfant est très bleu, concertation avec le cardiopédiatre bien sûr, et puis on voit s'il faut mettre de la prostine ou pas. Et l'image, elle est caractéristique. Donc voilà, maladie d'Epstein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, ça c'est un cœur normal. Là, c'est un cœur de maladie d'Epstein. Vous voyez que là, c'est violet alors que là, c'est rouge. Donc il y a eu un mélange de sang. Et puis la valve tricuspide, au lieu d'être petite, correcte, elle est quasiment complètement collée à la paroi ventriculaire. Et donc, on a une grosse fuite du fond du ventricule droit vers l'oreillette droite. L'image, elle est inversée par rapport au schéma que je vous dessine, bien sûr. Donc, cardiologie pédiatrique, réanimation. C'est un enfant qui va devoir être opéré quand c'est un Epstein grave. Tous les Epstein ne sont pas graves, tous les Epstein ne restent pas à l'hôpital. Parfois, on a des maladies d'Epstein qui restent 2 mois à l'hôpital juste pour essayer d'équilibrer leur cardiopathie sans les opérer, et ils rentrent à la maison et ne sont opérés que quand ils sont beaucoup plus grands. Parfois, on a des maladies d'Epstein qui ne sont pas sévères et donc qui rentrent chez elles dans les quelques jours après la naissance. Et puis parfois, il y en a qui doivent être opérés avant de sortir parce qu'ils gardent des saturations qui sont très basses, qui peuvent aller jusqu'à 45%. Et donc là, on s'excite un petit peu pour les rendre plus roses. Cyanose plus souffle, ça c'est le plus fréquent. Pas forcément en salle de naissance. Donc là, on essaie de parler des choses à penser en salle de naissance, mais la salle de naissance c'est important, mais les 3 jours après la naissance c'est important aussi. Et puis la consultation du 5e jour, quand on regarde l'ictère, quand on regarde si l'enfant mange bien, qu'on reprend son poids et tout ça, c'est une bonne occasion aussi de réévaluer les enfants pour éliminer les cardiopathies congénitales. Il faut se rappeler que le canal artériel il reste ouvert au moins pendant les 3 premiers jours de vie. Bien sûr, il peut se fermer avant, mais en général, c'est les 3 premiers jours de vie. Donc, si on a une cardiopathie qui est ductodépendante, ducto pour ductus, pour canal artériel, si on a une cardiopathie qui est ductodépendante, tant que le canal artériel est ouvert, je ne sais pas que j'ai une cardiopathie. D'accord? Donc, ça ne suffit pas juste de faire un examen en salle de naissance.
il faut aussi faire l'examen des quelques jours après la naissance. J2, J3, J4, J5. Peu importe, mais il faut revoir l'enfant. Donc, cyanose plus souffle. Un exemple. Phallo, par exemple, oui, bien sûr. Donc, on a un souffle au foyer pulmonaire. Le foyer pulmonaire, c'est celui qui est à gauche, contrairement à ce qui est intuitif. On a une cyanose et un souffle. Pourquoi est-ce qu'on a une cyanose? Donc, phallo. Je ne sais pas si je vais avoir assez de papier pour vous dessiner ça, mais on va essayer. Donc ça, on a dit que c'était la maladie d'Epstein. La tétralogie de Fallot, pareil. J'ai mon cœur. J'ai mon septum interventriculaire, mes oreillettes, mes valves. Et là, en fait, au lieu que l'aorte naisse à gauche, là où elle est censée naître, elle va venir naître au-dessus du septum interventriculaire. D'accord? En même temps que le septum se déplace de ce côté-là, en fait, il va gêner l'éjection de l'artère pulmonaire. D'accord? On a une espèce de crochet qui vient ici et qui va gêner l'éjection de l'artère pulmonaire. Normalement, là, c'est moins gros. Donc, on a une communication interventriculaire qui est proche des vaisseaux. Si j'ai un obstacle au-dessous de l'artère pulmonaire, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai un obstacle au-dessous de l'artère pulmonaire, il y a du sang qui va avoir du mal à passer dans l'artère pulmonaire. D'accord? Et je vais avoir un ventricule droit qui va être très pressurisé. Ou pas. Si la CIV est large, on n'a pas de ventricule droit qui est pressurisé. Donc, le fait que l'aorte elle se déplace vers le septum va faire que je vais avoir une communication interventriculaire. Ça, c'est la première malformation de la tétralogie de Fallot. Donc, d'extroposition de l'aorte, communication interventriculaire, sténose sous-pulmonaire. Et si on a une sténose sous-pulmonaire, on va avoir un ventricule droit qui doit pousser contre un obstacle, et donc je vais avoir une hypertrophie ventriculaire droite. D'accord? Tétralogie de Fallot, c'est la... On peut dire qu'il y a 4 éléments qui constituent la tétralogie de Fallot. On peut aussi en dire qu'il y en a un seul, dont découlent tous les autres. D'accord? Donc, tétralogie de Fallot, on a une cyanose, parce que le sang va de la droite vers la gauche, au lieu d'aller de la gauche vers la droite, si c'était une CIV normale. Tous les Fallots ne sont pas bleus. D'accord? Si j'ai pas beaucoup de pression à droite, je vais avoir un Fallot qui est rose, c'est plus fréquent. Les Fallots bleus, c'est ce qui est le plus rare. C'est plutôt quand ils sont nourrissons, jeunes enfants, et que le ventricule droit commence à être très très épaissi, qu'on commence à faire les malaises de Fallot, qu'on commence à devenir bleu. Autrement, le plus fréquent, c'est d'avoir des tétralogies de Fallot rose. Donc on n'a pas forcément la cyanose, comme on a montré tout à l'heure, mais on va avoir le souffle. D'accord? Souffle qui est plus ou moins important. Là, ça va être un souffle plutôt de sténose pulmonaire qu'un souffle de CIV, parce que dans le Fallot, en général, la CIV est large, donc elle ne fait pas de bruit, mais on entend la sténose pulmonaire. Encore une fois, on peut avoir un Fallot avec pas un gros obstacle, et avec une large CIV, il fait quasiment pas de bruit. D'accord? Donc, c'est pas parce que le bruit n'est pas important, qu'on n'a pas un souffle qui est intense, qu'on n'a pas de Fallot à la naissance. Donc, petit souffle égale échographie cardiaque aussi. Okay. Ensuite, cyanose et souffle systolique de sténose pulmonaire. On a dit le Fallot. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi si ce n'est pas le Fallot? La sténose valvulaire pulmonaire, où on n'a pas de communication interventriculaire, mais on a tellement peu de sang qui passe par l'artère pulmonaire qu'on ne peut pas oxygéner le sang, qu'il revienne et qu'il remplisse la cavité gauche. C'est un défaut d'oxygénation du sang et pas un shunt à l'intérieur du cœur. On peut avoir une sténose valvulaire pulmonaire, c'est-à-dire que tout le cœur est normal, comme ce qu'on avait dessiné tout au début. Donc on a un cœur qui est strictement normal, mais on a simplement une valve pulmonaire ici qui est très épaissie, et donc on a du sang qui a beaucoup de mal à passer dans l'artère pulmonaire pour être oxygéné. J'ai fait une bêtise, je crois. Hop. Donc voilà. Là, on a ce qu'on appelle un cœur en sabot. On a une pointe qui est relevée.
Ça, c'est assez représentatif des cardiopathies conotroncales. Quand on a une pointe qui est relevée, il faut penser aux cardiopathie, même s'il n'y a pas une grosse... on n'a pas envie de dire qu'il y a une cardiomégalie, mais on a envie de dire qu'il y a une silhouette qui est un petit peu inhabituelle. D'accord? Donc ça, pareil, ça peut nous orienter vers une cardiopathie congénitale. Un petit mot sur le malaise de Fallot. Donc, on parlait des cardiopathies en salle de naissance. Le malaise de Fallot, c'est jamais à la naissance, mais ça peut arriver à J3 de vie dans la lercherie, parce que la maman, par exemple, n'a pas beaucoup de lait et qu'elle ne veut surtout pas qu'on lui donne à son enfant un biberon, et qu'il pleure beaucoup. Et quand on pleure beaucoup et qu'on est déshydraté, ou seulement quand on est déshydraté, on peut très bien faire un malaise de Fallot. Un malaise de Fallot, c'est que... On revient à un autre schéma de la tétralogie de Fallot. Bon, il n'est pas très beau, je l'accorde. On a un peu de mal à voir tout ça, mais comment je vais faire? La CIV, elle s'arrête là, et là, on a ce qu'on appelle... En fait, là, il y a un petit bout de muscle qui va empêcher le sang de passer dans l'artère pulmonaire, d'accord? Quand on fait un malaise de Fallot, le malaise de Fallot, c'est que là, le cœur va aller tellement vite, donc tout ce qui donne une tachycardie donne un malaise de Fallot. Donc, les pleurs, la fièvre, la déshydratation, tout ce qui donne une tachycardie peut induire un malaise de Fallot. Pourquoi est-ce qu'on a un malaise de Fallot? C'est parce qu'on a une interruption de la vascularisation pulmonaire. Il n'y a plus du tout de sang qui passe dans l'artère pulmonaire. Ok? Donc, mon cœur bat très vite. Donc, les muscles qui sont ici, celui-là et celui-là, vont créer un obstacle au-dessous de l'artère pulmonaire. Donc, le sang ne va plus passer dans l'artère pulmonaire entre le VD et l'AP. Une fois qu'il va se décontracter, qu'il va avoir une fréquence cardiaque qui va baisser, les muscles vont se décontracter et donc on va rétablir à nouveau un passage entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Quand on fait un malaise de Fallot, ça c'est une indication pour opérer tout de suite le Fallot. D'accord? Ok, donc il doit être évoqué chez un enfant qui a un Fallot, bien sûr. Encore faut-il que le diagnostic ait été fait. Donc, comment est-ce que ça se manifeste? C'est une cyanose plus ou moins profonde associée à une pâleur. Et ensuite, on fait le malaise. Donc, il peut complètement perdre connaissance devant nous, pâle, et puis d'un coup, il tombe. Donc, c'est une syncope. Le malaise de Fallot, c'est une syncope. On peut faire un malaise où on est un petit peu patraque, mais aussi on peut faire un malaise où on fait la syncope carrément, on perd connaissance. Tachycardie supérieure à 140 par minute. On dirait que chez le bébé, c'est plutôt fréquent d'avoir 140. Ça, c'était plutôt pour une mesure de l'enfant. S'il est à 190-200, il peut faire le malaise de Fallot. Une disparition du souffle à l'auscultation. Bah oui, il n'y a plus du tout de sang qui passe. On n'est plus dans une sténose, on est quasiment dans une atrésie. Donc il n'y a plus de passage. Éventuellement, une perte de contact. Ce que je vous ai dit, c'est la syncope. Les principales circonstances, hypotension, fièvre, douleur, déshydratation. Pareil, les enfants qui font un voyage en avion, ou qui font un voyage, pas forcément en avion, ou en voiture et qui ne boivent pas beaucoup, ils peuvent se déshydrater. Quand c'est un transfert médicalisé et qu'on n'a pas pensé à les déshydrater, parfois ils arrivent et ils font le malaise à l'arrivée dans le service. Donc la conduite à tenir, c'est tout ce qui baisse la fréquence cardiaque. Donc si on est à la maison, c'est rassurer l'enfant. On fait une position de squatting, c'est-à-dire qu'on monte les genoux contre le thorax. Et ça, c'est une manœuvre mécanique pour forcer le passage du ventricule droit à l'artère pulmonaire. Quand on voit des tétralogies de Fallot, parfois dans le fin fond du Maroc ou en Afrique, c'est des enfants qui souvent sont assis comme ça, qui sont en squatting, parce qu'eux-mêmes, ils ont appris, ils se sont rendus compte que quand ils faisaient ça, quand ils étaient accroupis, eh ben, ils favorisaient le passage et ils se sentaient beaucoup mieux. D'accord? Bien sûr, quand on en est là, on a déjà fait l'hypocratisme digital, on est bleu nuit, rien ne va. Bien sûr, hydrater à fond, Valium intrarectal pour le détendre, et puis les bêta-bloquants, ça c'est bien sûr si on est dans un milieu qui est médicalisé. Souffle systolique au foyer tricuspide, ça c'est encore une autre pathologie. Un souffle systolique au foyer tricuspide, c'est quoi? Donc si on souffle au foyer tricuspide, ça veut dire qu'on a une fuite tricuspide. D'accord? Si c'est en systole, on a une fuite tricuspide. Parce qu'en systole, normalement, la valve est fermée, la valve tricuspide. Ça, c'est le cas de l'atrésie pulmonaire à septum intact. Septum intact, c'est parce qu'on n'a pas de CIV. C'est à l'inverse des atrésies pulmonaires à septum ouvert. Atrésie pulmonaire à septum ouvert, c'est le Fallot, mais avec ce bout de muscle-là que je vous ai montré qui complètement ferme l'artère pulmonaire.
Donc c'est un falot extrême, on appelle ça un falot extrême, où on a le septum interventriculaire, la large CIV, d'accord, mais on n'a aucun passage. Et donc là, c'est quoi qu'il faut faire absolument? Aucun passage, pas de sang dans l'artère pulmonaire, prostine. D'accord, ça c'est l'atrésie pulmonaire à septum ouvert qui est un falot extrême. Une pathologie qui n'a rien à voir, c'est l'atrésie pulmonaire à septum intact. Donc on a un septum intact, mes valves, comme d'habitude, une artère pulmonaire, très belle, c'est pas une maladie des artères pulmonaires, c'est une maladie du ventricule droit, d'accord? J'ai rien qui passe ici. J'ai rien qui passe du ventricule droit à l'artère pulmonaire. Par où va passer le sang? Le débit cardiaque, il veut forcément aller là, il veut forcément aller dans l'artère pulmonaire. Mais s'il trouve un mur devant lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas de CIV. Il va revenir, d'accord? Donc, grosse fuite, énorme fuite, fuite de tout le sang qui est passé dans le ventricule droit. C'est pour ça qu'on a un souffle systolique au foyer tricuspide qui est très très intense. Et on va avoir un gros passage entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Donc on va avoir un enfant qui est bleu, avec un gros souffle, d'accord? Pas forcément une détresse respiratoire, mais gros souffle, grosse cyanose. D'accord? Ça c'est une cardiopathie à sang mélangé, ça s'appelle une cardiopathie à sang mélangé, parce que tout le sang qui était là passe à gauche. C'est pas un mélange qui se fait dans le canal artériel, c'est un mélange qui se fait dans le cœur. Donc là on est autour de 70, 65, 50% de saturation. Le traitement, c'est pas ce qui vous importe, mais en tout cas le traitement, c'est d'aller mettre un cathéter et de monter ici. Je vous en parle comme si c'était simple, mais c'est un des trucs les plus dangereux de la cardiologie interventionnelle. Ils vont ici, ils vont perforer là, en radiofréquence, ils vont gonfler un ballon pour rétablir un passage entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. On s'en fiche d'avoir une valve à droite. On reprendra l'intervention plus tard quand les enfants grandissent. D'accord? On peut très bien vivre sans valve pulmonaire à droite. Donc ça, c'est l'atrésie pulmonaire à septum intact. Je peux avoir l'écran, s'il vous plaît. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Atrésie pulmonaire à septum intact, là c'est le ventricule droit. Là, on a le ventricule droit, et puis on voit que là, il n'y a aucun passage. On a une espèce de tronc qui s'interrompt. C'est une espèce de mur au niveau de la voie de sortie du ventricule droit. Conduite à tenir. Je l'ai écrit, mais bon. Pareil, toujours, on a une cyanose, on a une détresse respiratoire ou pas. Là, il n'y a pas de détresse respiratoire. Cyanose réfractaire, cardiopédiatre, il faut d'abord faire le diagnostic avant de faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il faut mettre de la prostine? Bien sûr, il n'y a pas de sang dans l'artère pulmonaire, donc il faut mettre de la prostine, si on en trouve. Est-ce qu'on intube? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de détresse respiratoire. S'il n'y a pas de détresse, que l'enfant il est bien hémodynamiquement, il ne faut pas essayer de l'aggraver, même si on a une cyanose et qu'on ne s'en sort pas, il ne faut pas faire plus que ça. Ok. Donc ça, c'est à nouveau l'atrésie pulmonaire à septum intact. On a un beau ventricule droit, et là, on a un tronc. Je vais voir si c'est une vidéo, je ne sais plus ce que j'ai mis. Voilà, on va mettre la sonde de radiofréquence qui va perforer. Donc là, grâce à la sonde, on arrive à aller dans l'artère pulmonaire. On voit les deux artères pulmonaires ici. Donc on a réussi à rétablir la continuité. On gonfle un ballon et il y a un passage de sang qui se fait. Cyanose plus souffle aux deux temps. Souffle pulmonaire aux deux temps. Si on souffle aux deux temps, ça veut dire que non seulement il y a une sténose, mais en plus il y a aussi une fuite. D'accord? Cyanose plus souffle aux deux temps, très souvent grosse détresse respiratoire. Ça c'est aussi une pathologie qui est inconnue au bataillon, enfin en tout cas quand on ne fait pas ça, on ne connaît pas cette pathologie. C'est l'agénésie des valves pulmonaires. D'accord? L'agénésie des valves pulmonaires, c'est exactement comme un falot, mais avec des artères pulmonaires qui sont tellement larges. Normalement, quand on fait 3 kg, on a des artères pulmonaires qui font 3 mm. Quand on a une agénésie des valves pulmonaires, on a des artères pulmonaires qui font jusqu'à 12-15 mm. 15 mm, c'est 1,5 cm, donc ça écrase complètement les bronches des enfants, des nouveau-nés. D'accord? Donc si jamais je suis allongée sur le dos et que j'ai mes énormes artères pulmonaires qui m'écrasent mes bronches, ben, je ne peux pas respirer et je vais très très mal.
Le traitement, donc je vais essayer de voir. Donc là, je vous explique très rapidement. Là, c'est l'oreillette gauche, c'est du parasternal. Donc en fait, le bas du cœur est là, le haut du cœur est en haut. C'est comme si on le voyait allongé, le cœur. Oups, pardon. Oreillette gauche, ventricule gauche, septum, ventricule droit, énorme CIV. D'accord, comme un phallo. Et là, on a ce qu'on appelle l'aorte dextroposée. Vous voyez la valve ici? Vous voyez là, il y a un vaisseau? C'est un peu compliqué. Bon, là, on voit le septum interventriculaire. Et là, on voit un vaisseau qui est à cheval. Et ça, c'est l'aorte. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'aorte dextroposée, qui est juste au-dessus de la CIV. Et quand on regarde bien, au lieu d'avoir deux belles artères pulmonaires complètement harmonieuses, et bien là, on va avoir un tronc qui a l'air petit, avec les AP qui font ça, elles sont en forme de cœur. D'accord? Ça, c'est les artères pulmonaires. Vous voyez ou pas? Comme un cœur inversé. Oui. Donc ça, c'est la gélise des valves pulmonaires avec CIV. C'est comme un phallo. Et en général, ça pose problème dans les quelques heures après la naissance. On a un enfant qui est cyanosé, qui souffle énormément aux deux temps, mais surtout qui a une grosse détresse respiratoire et qui est positionnel. Quand il est sur le dos, il est en grosse détresse respiratoire. Si on le met sur le ventre, il va beaucoup mieux. D'accord? Il sature correctement. Et quand il grandit, parfois c'est le genre d'enfant aussi qu'on garde 2 mois à l'hôpital, le temps que ses bronches elles soient plus rigides, et puis ensuite, une fois qu'il sort, il peut dormir en demi-assis, le temps d'attendre l'intervention qui se fait entre 4 et 6 mois. Donc là, on a fait tout ce qui concernait les cyanoses. C'est à peu près bon ou c'est... Je vous ai donné beaucoup d'informations, peut-être? Ouais, trop d'informations. J'espère que ça va quand même. Donc là, on a fait les cyanoses, maintenant on va faire les insuffisances cardiaques. Donc l'insuffisance cardiaque, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une insuffisance cardiaque rose ou est-ce que c'est une insuffisance cardiaque bleue? Insuffisance cardiaque, premier symptôme, premier signe, c'est la détresse respiratoire. Et puis ensuite, on va avoir bien sûr les troubles de conscience, comme vous avez dit tout à l'heure, ça vient quand même assez tardivement, le bas débit cérébral. Il y a l'hépatomégalie aussi, il y a la pâleur, et il y a un enfant qui circule mal, soit qu'on voit ça biologiquement, soit qu'on voit ça sur des paramètres périphériques, la tension ou une peau qui est marbrée. Donc ce qui va être important pour l'insuffisance cardiaque, non seulement ça va être la saturation, mais aussi les poux. D'accord? Parce que dans certaines cardiopathies congénitales, on va avoir des poux qui vont être abolis ou pas, et ça va nous orienter dans notre diagnostic. Une insuffisance cardiaque rose, avec des poux fémoraux qui ne sont pas abolis. Ça, c'est extracardiaque, c'est vasculaire. Donc c'est soit la fistule de Galien. Donc si on a une insuffisance cardiaque qu'on ne s'explique pas du tout, il faut écouter le cerveau. D'accord? On met le stéthoscope sur la fontanelle et on voit s'il y a un souffle. Donc ça peut être parfois lié à ça. On voit ça aussi dans les hémangiomes. Bon, c'est pareil, c'est des histoires de chat, c'est très rare. Mais dans certains centres, c'est des centres de référence, donc on a tendance à en voir beaucoup et à être un peu biaisé. Mais l'insuffisance cardiaque rose avec rien d'autre qu'une insuffisance cardiaque, même si c'est quand même pas mal, mais insuffisance cardiaque avec une grosse HTAP qu'on n'explique pas, il faut penser aux fistules et aux angiomes, qui donnent un gros débit, donc c'est des insuffisances cardiaques à haut débit. Une insuffisance cardiaque rose avec des poux fémoraux abolis, on pense à quoi? Coarctation de l'aorte, donc c'est une coarctation qui est décompensée, parce qu'on n'a pas tous une insuffisance cardiaque quand on a une coarctation de l'aorte. La coarctation, ça commence d'abord par pas de poux fémoraux, et puis ensuite, si jamais c'est pas traité, si jamais on réouvre pas le canal, si jamais le ventricule gauche finit par céder, à ce moment-là, oui, on rentre en insuffisance cardiaque. Donc le cœur gauche, il va lâcher, parce qu'il pousse contre un obstacle. Il a eu beau essayer de répondre à cet obstacle, à se muscler, à faire tout ce qu'il voulait, bah, il y a un moment où c'est tellement serré qu'il se dilate et il laisse tomber. D'accord ? Et on retombe dans la même chose, parce que si jamais, quand on a une insuffisance cardiaque gauche, dans le RVK, vous vous rappelez, on a dit il y a un OAP, parce que le collecteur il est sténosé, donc tout stase dans les veines pulmonaires. Quand on a un obstacle au niveau du cœur gauche, donc si on prend un cœur qui est bon, on oublie que c'est une abscie, on oublie que c'est une atrésie pulmonaire à septum intact, mais supposons que c'est un cœur normal, et que là, on a une coarctation de l'aorte,
ici. Donc, c'est une pathologie du cœur gauche, parce que l'aorte, ça fait partie du cœur gauche. Le sang va essayer de passer dans l'aorte et passer le ventricule gauche et puis ensuite dans l'aorte. Il va arriver là, il va avoir un obstacle. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, en fait, on va avoir une stase. Stase, 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 stase dans les BP. Et c'est ça l'insuffisance cardiaque gauche. D'accord? Donc on va avoir un OAP. Les enfants, ils ont une détresse respiratoire, ils ont du mal à respirer, parce qu'ils sont en OAP. D'accord? Le ventricule gauche a lâché, il y a en insuffisance, il y a un problème dans l'éjection du ventricule gauche, et puis ensuite il y aura une stase du sang dans les cavités, et donc on va avoir un OAP. C'est pour ça qu'on a une détresse respiratoire quand on a une coarctation de l'aorte décompensée. Donc là on voit très bien, c'est une image de cathétérisme cardiaque. Donc là on a le ventricule gauche, la valve aortique, l'aorte ascendante, ici on a les troncs supraortiques, et donc là au niveau de l'isthme, on a une coarctation qui est très serrée. Donc ça peut mener évidemment à une coarctation, à une insuffisance cardiaque. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous n'êtes pas à l'étape où vous voyez le cathé, bien sûr. Vous avez juste une insuffisance cardiaque rose avec des poux qui sont abolis, des poux fémoraux abolis, avec des poux huméraux qui sont parfaitement bien palpés. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Cardio-pédial. On appelle un centre compétent. D'accord? Mais si on veut faire un transfert, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire absolument? Prostine. Il n'y a pas de sang qui arrive à l'aorte descendante, donc il faut ramener le sang, donc on met de la prostine. Pourquoi de la prostine dans le canal artériel? Parce que, en fait, le canal artériel, il arrive là. Il arrive juste ici. Et il faut se dire que, donc dans la vie embryonnaire, ça c'est important, juste pour expliquer un petit peu la coarctation. Je vais vous faire juste les débits pendant la vie fétale. Pareil, on prend la même boîte. Donc là, on a un gros passage ici. Là, c'est mes valves. Là, c'est mon septum interventriculaire, pardon. Là, j'ai mon aorte. Et là, j'ai des artères pulmonaires. Hop, là, c'est très large. Là, c'est très petit parce qu'on a des résistances qui sont très élevées quand on est dans le ventre de nos mères. Et puis, par ici, va sortir le canal artériel qui va aller se planter au niveau de l'isthme. D'accord? Tout à l'heure, on n'était pas très nombreux quand on a parlé de ça, mais donc le sang, il arrive par le placenta, par la veine ombilicale, au niveau de l'oreillette gauche. D'accord? On va dire qu'on a 80% qui arrivent par là. C'est pas ça le chiffre, mais on va dire 80%. Des 80%, non, on va dire 100%. C'est pas du tout ça le chiffre. C'est juste pour faire globalement. Donc 100%. On va avoir 45% qui va passer à gauche, par le foramen ovale. D'accord? Et on a 55% qui va aller dans le ventricule droit, pour essayer de faire les cavités à peu près équilibrées. Comme on l'a dit tout à l'heure, la taille des cavités dépend du flux qui les traverse. Si jamais là j'avais 35%, bah, je suis sûre qu'ensuite je vais faire une coarctation. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc 45% qui va ici, 55% qui va à droite. Tout à l'heure quand je vous disais c'est pas 100%, c'est en fait par la veine ombilicale il y a moins parce qu'il y a quand même le sang qui revient du corps même de l'enfant avec la veine cave enfermée. Mais en proportion, quel que soit le chiffre ici, 45% de ce chiffre va là, 55% de ce chiffre va là. Ici, il y a 5% qui va dans chaque artère pulmonaire. À peine. D'accord? Et on a 45% du coup qui va aller dans le canal artériel. D'accord? Là, dans les 45% qui sont passés dans l'oreillette gauche, on a toujours 45% dans le ventricule gauche, mais on va avoir 40% qui va aller au cerveau. D'accord? Il me reste que 5%. Il me reste que 5% pour descendre dans cette portion-là de l'aorte. 5% de sang. Grâce à 5 plus 45, j'ai 50% de débit qui redescend par là. À peu près clair ou pas du tout? Ouais. Donc j'ai 45% qui descend par là. Donc vous êtes d'accord que à partir du canal artériel
je vais avoir un gros vaisseau, parce qu'on a dit la taille des cavités dépend du flux qui les traverse. Ici, j'ai beaucoup de débit qui va au niveau du cerveau, au niveau des membres supérieurs. Mais à cet endroit-là, ben, je vais avoir une taille qui est un petit peu plus petite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débit. D'accord? Donc, si jamais là, par exemple, j'avais 35%, ce qui n'est pas possible en fait, mais si jamais là, j'avais 43%, ou même 42%, au lieu de 45%, mon cerveau, il prend toujours 40, lui, il s'en fiche. D'accord, j'ai 40, j'ai 45, il s'en fiche. Lui, il prend toujours 40. Et donc, il ne va laisser que 2% à cette partie-là. Et ben, donc, c'est là qu'on fait les coarctations de l'aorte. D'accord? Si on a un changement, ne serait-ce que de quelques pourcentages au niveau du foramen ovale, et ben, on a des conséquences sur tout le corps gauche. Pareil pour le corps droit. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on ouvre le canal dans la coarctation de l'aorte? Donc, en fait, le canal artériel, quand il se ferme, il faut imaginer que c'est des fibres élastiques. Quand elle se ferme en se tirant vers l'aorte. Ok? Donc si déjà à la base, j'ai une zone qui est un petit peu encochée, parce qu'il n'y a pas eu un beau débit. De toute façon, on n'a de coarctation que s'il y a eu un problème de débit dans la vie fœtale. Tout est expliqué par la vie fœtale. Si le canal artériel se ferme et qu'il se tire vers l'aorte, eh ben, il va aggraver cette encoche. Le fait de l'ouvrir, ça va permettre de détendre l'aorte. Donc de réouvrir la coarctation. Donc quand on a une coarctation de l'aorte avec insuffisance cardiaque, ça veut dire qu'il n'y a plus de sang qui passe et que le VG ne peut plus pousser. Alors on réouvre, avec un peu de chance, on est dans la vie dans les quelques jours après la naissance. On espère mettre de la prostine et réouvrir le canal artériel pour que cet obstacle il puisse être levé et que le ventricule gauche reprenne une fonction complètement normale. C'est clair? À peu près? Oui. Il peut se réouvrir. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait les surveillances, donc, quand on a un doute sur une coarctation en maternité, donc ça, par contre, c'est pas une urgence en salle de naissance qu'on va essayer de gérer en salle de naissance. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir dans les premiers jours, surtout le jour de la sortie, parce que c'est la dernière fois que vous aurez la chance de voir cet enfant. Et au Maroc, malheureusement, tout le monde ne va pas chez le pédiatre et tout le monde n'est pas examiné correctement. Et donc, c'est des enfants qui vont dans la nature et qui reviennent dans un état lamentable. Ils n'ont pas grossi, ils sont devenus gris, ils sont en détresse respiratoire. On leur a dit que c'était le rhume parce qu'elle leur avait fait prendre le bain. Et on tourne et on revient un mois, on est très claquant. Et c'est à ce moment-là qu'on va se faire opérer, alors que c'est le pire moment pour aller se faire opérer. On a l'hypertension pulmonaire, on est dénutri, on est potentiellement beaucoup plus sensible aux infections pulmonaires. Donc ils arrivent tous dans un état, pas tous, mais la plupart, dans un état qui est lamentable pour le bloc. Donc ça fait des grosses suites en réanimation. Mais si on regardait les enfants à J3 ou à J2 et qu'on prenait leur pouls et qu'on voyait que le pouls était ne serait-ce que plus faible par rapport au pouls huméraux, ça ne sert à rien de prendre un pouls fémoral si on n'a pas pris le pouls huméral. D'accord? Il faut toujours voir s'il y a une symétrie entre le haut et le bas. Si jamais on voit qu'il y a une asymétrie, même si elle est faible, d'accord, il faut l'adresser. Ce qu'il faut faire, du moins, la première étape, c'est de prendre la tension. On prend la tension en haut, on prend la tension en bas. Tout à l'heure, vous me posez la question, est-ce que le canal artériel peut se réouvrir? Oui. On peut avoir une clinique de coarctation, et puis ensuite on reprend la tension, et la tension est redevenue normale. En fait, le canal s'est réouvert, mais ça ne veut pas dire que ça va aller bien. Ça veut dire que quand il va se refermer, ça ne va pas aller. D'accord? Et donc, même si on fait une échographie et qu'on voit que le canal artériel est fermé, il faut qu'on ait 2 échos avec le canal artériel fermé pour dire, ok, lui, il ne va pas coarcter. D'accord? Bon, ce qu'on pose aussi comme question souvent, c'est est-ce que, une fois qu'il y aura la coarctation, est-ce que l'enfant il va mourir tout de suite? Non. Avant de mourir, il va être en détresse respiratoire, il va faire l'insuffisance cardiaque. Donc, quand on donne aux parents un enfant qui est suspect de coarctation, il peut coarcter tout le premier mois de vie, il peut coarcter les 3 premiers mois de vie, mais le risque le plus important, c'est le premier mois de vie. D'accord? Plus on coarcte tôt, plus c'est grave. Plus il y a un risque de réopérer une deuxième fois après la première intervention. On n'aime pas opérer dans les 3 premiers mois de vie, mais si on n'a pas le choix, on opère. Mais, j'ai oublié ce que je disais. 3 mois. Oui, je veux dire, parfois on donne les enfants à leurs parents en disant il peut coarcter, mais c'est pas grave. Ils ne comprennent pas trop. Ils risquent de faire une opération cardiaque, mais on te le donne quand même, tu vas quand même à la maison et on te dit c'est pas grave. Ben, en fait, c'est juste pour leur dire qu'il ne va pas mourir d'une minute à l'autre. Avant de mourir, il va être en détresse respiratoire, il ne prendra pas bien son biberon correctement, et puis ensuite, il va s'aggraver jusqu'à... Parce que si on ne fait rien,
À ce moment-là, ils puissent mourir. D'accord? C'est pas comme ça. Sauf à la naissance. Les pires, c'est à la naissance. Ok, donc prostine, c'est le plus important. Ensuite, une insuffisance cardiaque rose avec l'ensemble des poux qui sont mal frappés. Si on a des poux qui sont mal frappés, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on a des poux fémoraux qui sont abolis dans la coarctation? Voilà, donc après le canal artériel, donc après l'isthme, le sang il va faire une stase ici, d'accord? Donc là j'aurai beaucoup de sang. Donc au niveau du membre supérieur droit et du membre supérieur gauche, j'ai beaucoup de sang qui se passe, donc j'ai une hypertension artérielle. En revanche, ce qui vient après la coarctation, donc les deux jambes, eh ben, j'aurai une tension qui va être basse, d'accord? C'est pour ça qu'on a les poux qui sont mal frappés en fémoral. Mais si jamais j'ai des poux qui sont mal frappés partout, ici, ici et ici, comment je pourrais l'expliquer? Au départ de l'aorte, exactement. Donc au départ de l'aorte, le plus fréquent, on peut avoir des sténoses supravalvulaires aortiques, mais ça, c'est des syndromes, d'accord? C'est la valve aortique qui va être sténosée. Et là, on va avoir un souffle qui est très rude, d'accord? Donc on a un obstacle avant l'arrivée dans les gros vaisseaux. Et donc, on va avoir des poux qui vont être très diminués au niveau des deux membres supérieurs et aussi au niveau des membres inférieurs. Donc, des poux qui sont globalement mal perçus. Pareil, on ne va pas se dire c'est bon, je les sens, c'est pas grave. C'est bon, je les sens pareil en haut et en bas. Non, s'ils sont atténués, attention, mais au moins là, on a de la chance parce qu'il y a un souffle. D'accord? Donc, insuffisance cardiaque avec l'ensemble des poux mal frappés. En général, ça ne passe pas inaperçu, parce que quand on a une sténose aortique, en général, on le sait à la naissance. Si elle est serrée, on le sait à la naissance. D'accord? Après, bien sûr, il y a les rétrécissements aortiques qui s'aggravent avec l'âge, mais c'est difficile de passer à côté. Donc ça, c'est juste le schéma. Pour montrer la valve aortique ici, on la montre un peu épaisse. Épaisse, c'est pour dire qu'il y a un rétrécissement. Et effectivement, elles sont épaisses, les valves. Le ventricule gauche, l'hypertrophie ventriculaire gauche ici. Et donc, une difficulté, un obstacle à l'injection du sang. Donc c'est ce qu'on voit ici. On a, donc là c'est un stade où on a déjà de l'hypertension pulmonaire. Là on a le ventricule droit comme je vous avais dit tout à l'heure. Là on a le ventricule gauche et là on a une toute petite valve. Donc là non seulement elle est sténosée, mais en plus elle est rétrécie. D'accord ? Donc quand on a ça, souvent on a aussi une coarctation. Parce que comme je vous ai dit, quand on a une pathologie du cœur gauche, des obstacles étagés du cœur gauche, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de flux qui est passé dans la vie embryonnaire. Donc tout est lié. Donc quand on a une sténose valvulaire aortique, pareil, c'est une urgence. Ça peut être opéré tout de suite, on peut passer au cathé tout de suite, et ça peut aussi nécessiter une surveillance simplement. On donne les enfants à leurs parents, et puis on a une surveillance régulière en échographie jusqu'à atteindre un certain degré d'obstacle où les recommandations, les études ont montré que c'était le moment où il fallait l'adresser au chirurgien pour qu'il l'opère. Prostine, bien sûr. Pourquoi la prostine? Grosse sténose, pas de sang qui arrive à la horte, donc il faut ramener du sang, et on le fait avec la prostine. Il faut juste se dire que si on met de la prostine, c'est parce qu'on sait que l'enfant va passer au bloc après. D'accord? Si on met de la prostine et que l'enfant ne passe pas au bloc, ça n'a aucun sens. Si on met de la prostine, c'est pour ramener du sang là où il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en aura pas, sauf si c'est une atrésie fonctionnelle, comme c'est le cas dans l'APSI. Atrésie pulmonaire à certain intact, on a dit qu'il y a tellement de fuite tricuspide qu'il n'y a pas de sang qui passe dans l'artère pulmonaire. Vous vous rappelez de ça? Oui? Donc on donne un peu de sang, on donne un petit peu de temps à l'enfant, le temps qu'il grandisse un peu, son ventricule droit commence à pomper mieux que ça, et parfois on a cette atrésie fonctionnelle qui rentre dans l'ordre, mais pas toujours. D'accord? Une insuffisance cardiaque bleue. Donc il n'y a pas de gradient de saturation, c'est les mêmes saturations en haut et en bas, on est bleu partout. Et l'ensemble des poux est mal frappé. Donc si l'ensemble des poux est mal frappé, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit qu'il y a une sténose de la horte, une sténose de la valve aortique, soit que carrément il n'y a pas de passage dans la valve aortique, d'accord? Soit qu'on a une tellement grosse insuffisance cardiaque que en fait
pompe un tout petit peu, et donc c'est comme toute pathologie. Mais là, on va rester sur les cardiopathies malformatives. Donc, sténose aortique, ok. 5 minutes, ok. Ventricule unique. Ventricule unique, quel genre de ventricule unique? Non. C'était une chance sur deux. Du coup, c'est l'hypoplasie du ventricule gauche. Donc, si on dit qu'il y a une sténose aortique, ça veut dire qu'on est à gauche. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il serait bleu? C'est quoi l'hypoplasie du ventricule gauche? Donc, l'hypoplasie du ventricule gauche, c'est un spectre. Ça peut aller juste d'un petit ventricule gauche, mais qui est fonctionnel, qui continue à bien travailler, d'accord, à un ventricule gauche qui est complètement inexistant. Inexistant, ça ne veut pas dire que j'ai qu'un ventricule droit, ça veut dire que j'ai un espèce de pugnac, j'ai un espèce de truc complètement dur qui ne bouge même plus. C'est le ventricule gauche. Pourquoi? Parce que la taille des cavités dépend des flux qui les traversent, qu'à la naissance, on avait une malformation, enfin, dans la vie embryonnaire, pardon, on avait une malformation de la valve mitrale ou un obstacle au niveau de l'oreillette gauche ou un problème au niveau du foramen ovale qui était restrictif, qui a fait que le sang n'est pas passé, donc que la valve mitrale ne s'est pas développée, que le ventricule gauche ne s'est pas développé, que l'aorte ne s'est pas développée. Et quand on a ce genre de choses, en fait, c'est la cardiopathie congénitale la plus grave en fait en termes de pronostic. On dit qu'il y a au Maroc, on ne la prend pas en charge parce que c'est trop compliqué. Il y a des porte-drapeaux, il y a des enfants qui ont 20 ans extrêmement rares. Mais en général, c'est un tiers. On dit que même si on opère, un tiers meurt. Pardon. On dit qu'un tiers meurt après l'intervention, dans les 2 mois qui suivent l'intervention. Un tiers passe son temps à l'hôpital les 3 premières années, et un tiers peut avoir une vie à peu près acceptable. Donc c'est une grosse question éthique. Est-ce qu'il faut aller mettre de la prostine dans ce genre de cas? Au Maroc, je pense que non, parce qu'on est dans une démarche où on ne va pas aller prendre ce genre de cardiopathie. On ne va pas aller mettre de la prostine pour ensuite enlever la prostine, ça n'a pas de sens. Les parents ne comprendraient pas, c'est des enfants qui naissent, qui sont complètement roses. On ne voit pas leur cardiopathie parce que le canal artériel, il irrigue complètement l'aorte, d'accord? Mais une fois que le canal artériel se ferme, il n'y a plus de sang qui va à l'aorte, et donc l'enfant décède. C'est aussi pour ça que, bon, on n'a pas trop de prostine, donc on n'est jamais dans une utilisation excessive de prostine, mais juste pour rappeler qu'il y a des cas où si on pense qu'il n'y a pas de prise en charge plus tard, il ne faut pas médicaliser. Oui. Oui. Exactement. Oui, mais ça, c'est l'hypoplasie du ventricule gauche. C'est le syndrome d'hypoplasie du ventricule gauche. Ouais. Mais oui, c'est une cardiopathie univentriculaire, du coup, de type droite. Ouais. Juste rapidement. Donc ça, c'était des principes organiques. Insuffisance cardiaque rose en haut, bleu en bas. Avec des poufs hémorrhagiques. Rose en haut, bleu en bas. C'est une coarctation avec un canal artériel qui est persistant. Un canal artériel qui va aller cracher vers le bas. Le canal est bleu, donc on crache vers le bas. En bas on est bleu, en haut on est rose. Je me dépêche. Pouf hémorrho, bleu en haut, rose en bas. Juste pour savoir, une différence de saturation significative, c'est plus que 3 points entre le haut et le bas. D'accord? Plus que 3 points, c'est une différence significative. Une différence de tension significative, c'est plus que 10 points de pression moyenne. D'accord? Donc si on a supérieur ou égal à 10 points, il faut penser à la coarctation. D'accord? Alors, bleu en haut, rose en bas. Un seul diagnostic. Si on est bleu en haut, rose en bas, on a un seul diagnostic. C'est la transposition des gros vaisseaux avec CIV et coarctation. D'accord? TGV, CIV, coarctation. On est bleu en haut, rose en bas, c'est le seul cas où on est bleu en haut, rose en bas, ça c'est facile à retenir. D'accord? Bon, j'avais plusieurs cas cliniques à vous faire partager, mais je pense qu'on n'aura pas le temps malheureusement. On pourra en discuter plus tard si vous voulez. Et puis, ça on fera après. Je ne sais pas si on va venir l'arrêter tout de suite, mais si on voulait parler des troubles du rythme à la naissance, juste rapidement, les troubles du rythme les plus... Donc c'est la même histoire naturelle que les arythmies de l'adulte, même mécanisme. Histoire naturelle différente parce qu'on dit qu'avant 1 an, on a beaucoup de troubles du rythme. On a une accalmie entre 1 an et la puberté, d'accord, même jusqu'à 7 ans. Et en général, à 7 ans, ça reprend.
En général, quand ça reprend 7 ans, c'est qu'il va sûrement falloir faire un geste ou prendre un traitement dans ce genre d'arythmie. C'est souvent des arythmies qui sont réfractaires. Rapidement. Donc souvent, c'est des tachycardies supraventriculaires. Quand on a une tachycardie supraventriculaire chez le bébé, il faut demander à la mère si elle ne prenait pas des traitements déjà avant la naissance. Si elle-même n'avait pas des troubles du rythme, du coup quand elle était enceinte, et si on avait fait ou pas une échographie à l'enfant avant l'accouchement. D'accord ? Il y a des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails après, ça va vous perturber, mais la prise en charge c'est la même que chez l'enfant un petit peu plus âgé, chez le nourrisson, chez l'enfant jusqu'à 2 ans. Si jamais on a une tachycardie à QRS fin, c'est le plus fréquent, d'accord ? Donc on fait un ECG, si c'est une tachycardie à QRS fin, une tachycardie chez l'enfant, chez le nouveau-né, c'est supérieur à 180. Donc si on n'est pas dans de la fièvre, de la déshydratation, en général si on est au-dessus de 200, il faut faire l'ECG. S'il n'y a pas de don de paix, on est dans une tachycardie supraventriculaire. Quand on a une tachycardie supraventriculaire, il y a des manœuvres physiques à faire vagales. Si elle ne marche pas, il faut faire la striadine, même si c'est des tout petits, ça marche très bien. Et puis ça va aussi nous orienter dans le diagnostic. Quand on fait de la striadine, il faut avoir un ECG en cours, il faut avoir préparé l'atropine au cas où il fait une bradycardie sévère. Et puis, en fonction de l'ECG, au moment de la réduction, on peut dire quel est le genre de tachycardie que c'est et qu'est-ce qu'il faudra faire plus tard pour la gérer, s'il faudra la traiter ou pas, si elle va revenir ou pas. Je vais m'arrêter là. Et si on a un peu de temps, on pourra refaire les cas cliniques.